Nous entamons maintenant la deuxième partie de notre présentation où nous allons vous parler de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, que nous retrouvons au chapitre P38.001 dans les lois du Québec. Nous l'appelons dans notre quotidien la LPP et dans les milieux hospitaliers, on parle de la P38. Nous vous y référons tout au long de notre présentation sous l'acronyme LPP. Commençons par un peu d'histoire. La LPP est entrée en vigueur le 1er juin 1998. Elle prévoit les règles et conditions applicables à la mise sous garde en établissement. Ces dispositions complètent celles du Code civil du Québec, soit les articles 26 à 31, portant sur la garde dans un établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, et sur l'évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d'une telle garde. La LPP a remplacé la loi sur la protection du malade mental, chapitre P41. Cette dernière a été sanctionnée le 30 juin 1972 et est entrée en vigueur le 1er octobre 1972, à l'exception de ses articles 30 à 45, lesquels sont entrés en vigueur le 31 juillet 1972. Cette dernière disposition prévoyait la constitution de la commission de révision qui avait pour mandat d'entendre les demandes de révision portées en vertu de la loi sur la protection du malade mental et d'exercer les pouvoirs de commission d'examen avant sa constitution le 23 juillet 1975. La LPP est une loi d'exception, puisqu'elle va à l'encontre de l'une des valeurs fondamentales protégées par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec, soit le droit à la liberté d'une personne. Elle vient préciser les conditions et les exigences de la mise sous garde d'une personne en lien avec le principe établi à l'article 26 du Code civil du Québec, qui prévoit qu'aucune garde dans l'établissement ne peut avoir lieu en l'absence de consentement de la personne visée ou sans que la loi ou le tribunal l'autorise. Pour une personne mineure, le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale et lorsque la personne est majeure et qu'elle ne peut manifester sa volonté par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Pour pouvoir être en mesure de bien comprendre les recours qui peuvent être entendus par le TAC, il est important à prime abord de distinguer les différents types de gardes existants dans la LPP. Tout d'abord, la garde préventive. Un médecin qui exerce dans un centre local de services communautaires disposant des aménagements nécessaires ou un centre hospitalier peut mettre une personne sous garde sans son consentement, sans l'autorisation du tribunal et sans qu'un examen psychiatrique n'ait été effectué, s'il estime qu'elle présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Cette garde s'applique dans les cas d'urgence et elle peut durer au maximum 72 heures. La garde préventive peut être levée en tout temps avant l'expiration de la période de 72 heures ou à la fin de cette période, à moins qu'un tribunal n'ait ordonné la garde provisoire de la personne. Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour férié et qu'aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu'à l'expiration du premier jour ouvrable qui suit. Le deuxième type de garde est la garde provisoire. Celle-ci a pour but de forcer une personne à se soumettre à un examen psychiatrique pour déterminer la dangerosité que présente son état mental et la nécessité de la mettre sous garde. Cette garde doit être ordonnée par un juge de la Cour du Québec en l'absence de consentement de la personne visée par la garde. Pour émettre une telle ordonnance, le tribunal doit avoir des motifs sérieux de croire que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental.
Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser un autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Lorsqu'il y a ordonnance de mise sous garde provisoire, un premier examen psychiatrique doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l'établissement de la personne concernée ou si celle-ci était déjà sous garde préventive de l'ordonnance du tribunal. Si à la suite de ce premier examen, le médecin conclut que la garde n'est pas nécessaire, celle-ci doit être levée. Par contre, si le médecin qui procède à l'examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un deuxième examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou si la personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures de l'ordonnance. Si le deuxième examen conclut également la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde pour un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l'autorisation du tribunal. Concrètement, cela veut dire que si la personne concernée ne consent pas à sa mise sous garde, l'établissement de santé a 48 heures pour obtenir du tribunal l'ordonnance de garde en établissement. La garde préventive et la garde provisoire sont traitées à l'article 7 de la LPP ainsi qu'aux articles 27 et 28 du Code civil du Québec. Finalement, la garde en établissement. Celle-ci vient après la garde préventive et la garde provisoire. Elle doit être autorisée par un juge de la Cour du Québec, et ce, en vertu de l'article 30 du Code civil du Québec. Ce dernier est le tribunal compétent pour rendre une telle ordonnance, selon l'article 38 du Code de procédure civile. La personne visée par la demande de garde doit avoir fait l'objet d'une évaluation psychiatrique constituée de 2 rapports d'examen psychiatrique concluant à la nécessité de sa garde. De plus, le juge doit avoir des motifs sérieux de croire que la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental et que sa garde est nécessaire. Le juge qui rend l'ordonnance de garde doit, selon l'article 30.1 du Code civil du Québec, déterminer la durée de la garde et le lieu de celle-ci. L'établissement peut être un centre hospitalier, un centre de réadaptation, un centre d'hébergement de soins de longue durée ou un centre d'accueil qui dispose des aménagements nécessaires pour recevoir et traiter les personnes atteintes de maladies mentales. Ceci est prévu à l'article 9 de la LPP. De plus, la LPP prévoit à l'article 10 que si la durée de la garde a été fixée à plus de 21 jours, la personne sous garde doit être soumise à des examens périodiques pour vérifier si la garde est toujours nécessaire. Un premier examen doit être effectué au plus tard 21 jours après l'ordonnance de garde et par la suite à tous les 3 mois. L'établissement où la personne est sous garde a l'obligation d'informer sans délai le tribunal administratif du Québec des conclusions de chaque rapport d'examen psychiatrique prévu à l'article 10 et de la fin de la garde, et ce en vertu de l'article 20 de la LPP. Ces examens doivent être en principe complétés par un psychiatre. Toutefois, s'il est impossible d'obtenir les services d'un psychiatre en temps utile, l'examen peut être fait par tout autre médecin. Il est cependant à noter que le médecin qui effectue l'examen ne peut pas être le conjoint, un allié, un proche parent ou le représentant de la personne qui subit l'examen ou qui en fait la demande. Le tout est prévu à l'article 2 de la LPP. L'article 12 de la LPP énonce quand prend fin la garde en ces termes. La garde prend fin sans autre formalité. Premièrement, aussitôt qu'un certificat attestant qu'elle n'est plus justifiée est délivré par le médecin traitant. Deuxièmement, dès l'expiration d'un délai prévu à l'article 10, si aucun rapport d'examen psychiatrique n'a été produit. Troisièmement,
dès la fin de la période fixée dans le jugement qu'il a ordonné. Quatrièmement, par décision du tribunal administratif du Québec ou d'un tribunal judiciaire. L'ordonnance de garde en établissement peut faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel dans les 5 jours de la décision ordonnant la garde en établissement en vertu des articles 30, alinéa 1 et 361 du Code de procédure civile. Nous nous permettons ici de prendre quelques minutes pour faire la distinction entre la garde en établissement et l'ordonnance de traitement qui peut aussi prévoir l'hébergement. Ce sont 2 régimes de droit différents qui n'ont pas les mêmes fins et qui font appel à des principes et des critères d'appréciation distincts. Il n'y a aucune subordination d'un régime à l'autre. L'ordonnance de garde en établissement a pour seul objectif de maintenir une personne sous garde alors qu'elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Elle ne peut pas obliger une personne à recevoir un traitement contre son gré. D'ailleurs, la jurisprudence a clairement établi qu'une personne ne peut pas être gardée en établissement en vertu de la LPP dans le seul but de lui donner des soins. Il faut nécessairement qu'il y ait un élément de dangerosité présent. Nous vous référons aux arrêts GG contre C3S Richelieu-Yamaska et C3S Pierre Boucher contre AG. Quant à l'ordonnance de traitement et ou d'hébergement, elle a pour but d'imposer à une personne de recevoir un traitement ou l'obliger à demeurer dans un lieu choisi par l'équipe traitante sans son consentement. Pour pouvoir obtenir une telle ordonnance, une demande doit être déposée en vertu des articles 395 et suivants du Code de procédure civile devant la Cour supérieure, qui est le tribunal compétent pour rendre une telle ordonnance. L'article 33 du Code de procédure civile. Le fait de conclure à la présence ou à l'absence de dangerosité n'entre pas en contradiction avec l'autorisation d'un traitement. Tout comme l'ordonnance de traitement et ou d'hébergement ne limite pas l'exercice de la compétence du TAC à l'égard de la garde en établissement. Elle peut toutefois être un élément considéré lors de la prise de décision. Une audience peut donc être fixée pour entendre la contestation du maintien d'une garde en établissement en vertu de la LPP, et ce, même si la personne sous garde fait l'objet d'une ordonnance de traitement et ou d'hébergement de la Cour supérieure. Il est important de préciser que le TAC n'a aucune compétence pour entendre une contestation d'une ordonnance de traitement ou d'hébergement rendue par la Cour supérieure. Le TAC a la compétence d'entendre toute contestation à l'égard du maintien d'une garde en établissement et d'une décision prise en vertu de la LPP, telle que prévue à l'article 21 de la LPP, qui se lit comme suit. Toute personne qui n'est pas satisfaite du maintien d'une garde ou d'une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d'une personne qu'elle représente ou au sujet d'une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision. Une lettre de la personne sous garde, adressée au tribunal, exposant l'objet et les motifs de contestation, constitue une requête au sens de l'article 110 de la Loi sur la justice administrative. Le tribunal peut également agir d'office et réviser le maintien de toute garde ou toute décision concernant une personne sous garde prise en vertu de la présente loi. Le recours formé devant le tribunal ou son intervention d'office ne suspend pas la garde ou l'exécution de la décision, à moins qu'un membre du tribunal n'en décide autrement. Concernant la contestation du maintien de la garde en établissement, l'article 30.1 du Code civil du Québec précise qu'une personne sous garde doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée. Et si une garde est requise au-delà de la durée fixée par l'ordonnance, l'établissement devra déposer une nouvelle requête et obtenir l'autorisation du juge de la Cour du Québec, conformément aux dispositions de l'article 30 du Code civil du Québec.
La personne sous garde fera alors l'objet d'une nouvelle garde. Dans ce contexte, il est important que l'établissement où est gardée la personne visée avise sans délai le TAC dès la levée de la garde ou à la fin de toute garde, ainsi que de son intention de demander une nouvelle garde afin que le TAC agisse en conséquence. Quant aux autres décisions prises en vertu de la LPP, pouvant faire l'objet d'une contestation devant le TAC, ce sont le transfert de la personne sous garde dans un autre établissement, selon l'article 11 de la LPP, ou une demande d'accès à son dossier médical, selon les articles 14 à 19 de la LPP. Le TAC entend principalement des contestations relativement au maintien d'une garde en établissement. La contestation des autres décisions prises en vertu de la LPP est très rare. Nous soulignons que le recours introduit devant le TAC est différent de celui entrepris devant la Cour d'appel. Devant le TAC, ce qui est contesté, c'est le maintien de la garde en établissement. Ce n'est pas le bien fondé ou non de l'ordonnance de garde en établissement. Si une personne est insatisfaite de la décision de la Cour du Québec en raison d'erreurs de fait, de droit ou des deux, elle devra s'adresser à la Cour d'appel.